Effectivement, donc je vais vous parler de ces problèmes de fixation et la définition même, c'est l'absence ou la perte d'une fixation solide des implants à l'intérieur de l'os. Et si on reprend les éléments de la définition, on parle de fixation, donc on va devoir parler de fixation cimentée ou non cimentée. On parle d'absence de fixation, donc ça sous-entend une faillite précoce, ou on parle de perte de fixation, et ça sous-entend donc une faillite plus tardive. Alors, si on prend les implants cimentés, on en a déjà un peu parlé, la perte ou le manque de fixation se traduit par une mobilisation des implants de plus de 5 mm ou de plus de 5 degrés. On parle également de liserés, et c'est surtout le caractère progressif et croissant des liserés qui constituera un élément positif. La rupture du manteau de ciment est également un élément qui doit nous faire penser à une perte de fixation. Et puis l'ostéolyse, bien sûr, que vous connaissez, à la fois sur le versant fémoral et sur le versant acétabulaire. Si on s'intéresse aux implants non cimentés, on retrouve également cette notion de migration des implants de plus de 5 degrés et de plus de 5 mm, exactement comme pour les implants cimentés. Et puis, en ce qui concerne les liserés, eh bien, ça ne s'appelle pas un liseré dans le sens ciment, mais ça, c'est plutôt des lignes denses réactives qui apparaissent légèrement à distance de l'implant et qui traduit en fait une réaction fibreuse à l'interface et qui, si elle est généralisée, eh bien, constitue un élément de perte de stabilité des implants ou de non-acquisition de cette stabilité. Le piédestal, c'est cette densification en partie distale de la tige, mais c'est cette densification un peu particulière avec souvent une image claire entre cette densification et l'implant qui traduit l'effet battant de cloche et qu'il ne faut pas confondre avec des éléments comme vous pouvez voir sur cette diapositive de parfaite stabilité de l'implant sous forme de spot wells. L'ostéolyse, bien entendu, que l'on retrouve également, comme on en avait vu avec les implants cimentés. Et puis cette notion un peu particulière de stress shielding, c'est-à-dire d'une fixation distale prépondérante avec une fixation proximale qui n'est pas suffisante et qui fait que, effectivement, les gens souffrent souvent de douleurs au niveau de la cuisse avec une densification à la partie distale, voire une augmentation de taille des corticales et qui traduisent également une fixation anormale d'une tige. Alors, on a parlé de ciment et de sans ciment, et on a parlé d'échec précoce. Dans l'échec précoce, bien entendu, il faut toujours évoquer la possibilité d'une infection, et c'est généralement le dogme de dire que c'est une infection jusqu'à preuve du contraire, et lorsqu'on est sûr que ça n'est pas une infection, on peut se pencher sur d'autres origines, en particulier les origines mécaniques, et lorsque la faillite est précoce, il faut savoir se remettre en question et admettre que cela peut être une erreur technique ou la survenue d'une fracture. Voilà un exemple de tige non cimentée qu'on pouvait considérer comme parfaitement posée, sauf que effectivement le contact avec les corticales est un peu modeste et la punition est rapide, sous-dimensionnement de l'implant, enfoncement de celui-ci, et vous voyez que cet enfoncement ne cesse de progresser avec le temps, et on peut comprendre que la fixation soit mauvaise. Autre exemple d'un enfoncement qui lui est un peu plus problématique puisque on constate que la tige semble bien positionnée et puis cet enfoncement progresse et on voit apparaître à la partie distale une fracture. Alors est-ce que l'enfoncement a créé la fracture ou le contraire? Eh bien non, on le voit si on regardait un peu mieux les radios au deuxième jour qu'on avait déjà cette fissure osseuse et encore mieux on le voit le jour de l'intervention, la fracture a créé l'enfoncement. Autre problème mécanique, voilà une tige non cimentée, post-op à D7 tout à fait correct. 3e mois, toujours des douleurs de cuisse. 5e mois, des douleurs de cuisse. Ça continue. On voit pas grand-chose sur les radiographies. Si on examine un peu mieux, on voit pas de perte de fixation distale, on n'a pas d'enfoncement. Et la scintigraphie, par contre, nous montre une hyperfixation autour de l'implant. Cette prothèse est sortie quasiment à la main. Elle ne tenait absolument pas. Elle n'était pas ostéo-intégrée et la reprise par une tige cimentée a permis de guérir le problème. On a parlé des échecs précoces. Dans les échecs tardifs, il faut à nouveau évoquer l'infection et toujours essayer de la traquer. Un décèlement qui apparaît progressivement et surtout avec des modifications osseuses, comme vous le voyez sur ce cas, doivent alerter. Vous voyez l'évolution radiographique entre le post-op à 2 mois avec l'apparition d'un petit feuilletage autour de la corticale.
et puis ensuite l'apparition de réactions osseuses autour de ce décèlement. C'était une jeune femme qui était séropositive et qui malheureusement présentait une infection à Cutibacterium d'évolution progressive. Alors, dans les échecs tardifs, lorsqu'il y a une ostéolyse, une mobilisation des implants, bien entendu, il n'y a plus de discussion, il faut faire la révision. Là où ça peut être un peu plus problématique, c'est quand on a des images un peu atypiques, et à ce moment-là, ça soumet à discussion, et c'est sur cet exemple que je conclurai. Vous voyez un patient de 59 ans qui a des douleurs chroniques de la hanche droite, à qui on fait une prothèse sans ciment. Radiographie post-opératoire, la qualité habituelle des radiographies post-op, mais enfin, on voit rien de très particulier. Ce patient revient à 6 mois, il n'a aucune plainte. Par contre, on voit qu'il y a une ligne dense réactive proximale qui n'était pas initialement visible. On le revoit à 4 ans et là, il commence à se plaindre de douleurs au niveau de la cuisse, notamment après effort. On voit la progression de cette ligne dense réactive et un début d'augmentation de taille des corticales, notamment en zone 6 et en zone 4 et en zone 3. Donc, on se pose la question de reprise. On en discute avec le patient qui est un peu réticent, on le comprend. Il ne revient pas pendant 10 ans. On voit que ça continue à progresser, mais ce patient redevient indolore et bien entendu ne se souvient même plus qu'il était venu à 4 ans pour des douleurs. On se rend compte qu'effectivement, il peut y avoir des images qui peuvent être inquiétantes, mais que le plus important, c'est quand même de surveiller. Ça fera partie d'ailleurs d'un de mes messages que j'aimerais que vous conserviez. Dans les pertes ou la faillite de la fixation, le diagnostic est basé bien sûr sur la combinaison entre un diagnostic clinique et une évolution radiographique. Il est essentiel de comprendre les raisons pour lesquelles la fixation est perdue ou n'est pas acquise avant d'envisager la révision et surtout de considérer que cela peut être une infection à bas bruit. Et puis souvent ces pertes de fixation sont progressives et c'est l'intérêt de reconvoquer systématiquement nos patients pour pouvoir mettre en évidence éventuellement ces problèmes. Je vous remercie.